Alors comme il a été dit, moi je suis juriste, donc je suis enseignant-chercheur à l'université, je suis maître de conférence en droit, et en ce moment précis, je suis en disponibilité pour l'université, et je travaille donc à plein temps pour l'association Juristes pour l'enfance. Alors c'est une association, comme son nom l'indique, de juristes, désireux de mettre leur expertise juridique, leur savoir-faire, leurs compétences au service de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. Alors qu'est-ce qu'on fait en 2 mots? Notre action numéro 1, ce sont les actions en justice. Alors par exemple, nous avons déposé des plaintes contre les sociétés américaines ou ukrainiennes ou indiennes de gestation pour autrui qui viennent proposer en France aux Français leurs services de GPA. Nous produisons une expertise auprès des parlementaires, des décideurs publics dans le cadre des projets de loi. Oui, par exemple, il y a quelques mois, le ministère de l'Éducation nationale a proposé à tous les collégiens de France un test d'anglais dans le cadre du brevet des collèges. Et ils devaient cocher « es-tu garçon, fille, autre ». Voilà, donc on a fait un communiqué de presse, appelé le ministère, il se trouve qu'il y a TF1 qui s'y est mis, donc ça a aidé aussi, et hop, ils corrigeaient. De temps en temps, ça marche, pas toujours. Voilà, on fait ce genre de choses-là. Et on essaie aussi donc en fait, on est là pour décrypter les enjeux juridiques des projets, pour dire, ok, vous voulez faire ça, il faut réaliser que ça a ça comme conséquence. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Donc expliquer, apporter un décryptage des enjeux juridiques des réformes. Alors pour tout vous dire, donc, lorsque Guénaël m'a invité à venir à ce congrès, j'étais un peu réticente, non pas de venir ici bien sûr, mais d'intervenir. Parce que moi je suis juriste, je travaille sur le droit, alors autant vous dire que le témoignage c'est pas mon truc. Moi je mets le feu à rien, hein. Moi je sais pas haranguer les foules, je sais même pas, voilà. Bon, et puis alors en fait j'ai été un petit peu rassurée entre guillemets parce que nous savons bien que je ne suis pas là pour me donner un modèle et aucune de nous. Notre seul modèle, c'est le Christ, voilà, très bien. Et ça, on le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on parle quand même? Eh bien parce que nous sommes des êtres incarnés et que nous avons fait l'expérience que le Christ se sert des unes et des autres pour nous parler, pour nous encourager, nous inspirer. Et moi, clairement, je le sais très bien, j'étais inspirée par de nombreuses personnes. Je pense cette nuit, on en parlait avec Clotilde. Et quand j'étais jeune, il y avait une, et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément des saints canonisables qui nous ont inspirés, donc c'est pour ça que je me sens à l'aise pour parler. Moi, j'étais très inspirée quand j'étais jeune par la chanteuse des Cranberries, Dolores O'Riordan, et Clotilde m'a dit qu'elle aussi, justement, voilà, c'était une chanteuse irlandaise, une rockeuse au top des hit parades, et qui assumait complètement le fait qu'elle était catholique, elle était pour la vie, elle a fait une chanson sur l'avortement, et je me disais, waouh, mais comment elle assure! Voilà, et donc ça, c'est le genre de personne, en effet, qui a inspiré plein de monde sans le savoir, et de façon un peu plus proche, bien sûr. On a tous rencontré des gens qui nous ont inspirés, moi, qui m'ont permis de réaliser que les chrétiens ne pouvaient pas ne pas se sentir concernés par ce qui se passe autour d'eux. C'est incompatible avec notre qualité de chrétien. Et puis de façon un peu plus appliquée, qui ont donné l'exemple justement d'engagement, et qui ont déclenché une espèce de culpabilité, mais de bonne culpabilité, c'est-à-dire « waouh, eux ils font ça, mais en fait je fais quoi moi? Et qu'est-ce que je peux faire ?» Bon, voilà, donc c'est pour ça que je suis là, et donc pour vous expliquer en fait, pourquoi est-ce que je me suis engagée dans la défense de l'enfance. Bon, en ce qui me concerne, donc en tant que catholique, je me sens concernée par ce qui arrive à mes frères et sœurs humains, tout simplement parce que le Christ s'en soucie, et que j'essaye de faire mien les sentiments du Christ autant que je peux, quoi. Et donc je me sens concernée d'abord par le salut des âmes, et parce que je crois que le Christ est mort pour tous. Et à ce titre, le fait que les structures sociales soient des structures de péché, comme dirait Jean-Paul II, ou des structures de salut, ne me laisse pas indifférente. Et ça, c'est vraiment le créneau du droit, quoi. Alors certes, nous sommes libres, hein, quoi que dise la loi, quoi qu'elle autorise, quoi qu'elle interdise, ça ne supprime pour personne sa liberté et sa responsabilité propre. C'est pas parce que la loi permet de faire des procréations médicalement assistées, avec donneur, la justice a permis à certaines femmes de faire des procréations post-mortem, avec un père défunt, on peut faire une PMA quand on est célibataire, qu'on est obligé de le faire. À la fin, chacun prend ses propres décisions. C'est pas parce que la loi permet d'avorter qu'on est obligé de le faire. C'est pas parce que la loi me fournit une procédure pour répudier mon conjoint
que je ne garde pas ma liberté et ma responsabilité de le faire ou non. Voilà. Donc ça, d'accord, la loi c'est un seul élément, mais enfin il faut reconnaître que eh bien, les lois, elles vont soit nous aider à faire des choix justes, à prendre des bonnes décisions, soit elles vont rendre ces choix justes beaucoup plus difficiles et même parfois carrément héroïques. Voilà, donc c'est pourquoi la question du droit est très importante à mes yeux. Et puis de façon plus directement tangible, donc même si je ne perds pas de vue le salut éternel, mais même tout simplement déjà aujourd'hui, maintenant, ici-bas, eh bien je me sens concernée par l'existence terrestre de la société qui m'entoure, et les lois ont une incidence sur notre vie ici et maintenant, parce que les lois vont contribuer à fonder les relations sociales sur la justice, ou pas. Donc elles vont contribuer au bien commun de tous et de chacun, ou alors elles vont dégénérer en loi du plus fort, d'ailleurs ce qui est exactement l'inverse du droit, et ça n'apportera le bonheur à personne. Voilà. Donc en tant que juriste, eh ben, je me suis sentie, et je me sens toujours une responsabilité spéciale d'œuvrer pour la justice, de m'engager pour la justice, parce que la justice, elle n'est pas le résultat de l'inertie, hein. Elle est le résultat d'un effort, d'un combat, d'un engagement, d'engagement au pluriel. Et moi, personnellement, je me trouve vraiment confrontée à une crise existentielle du droit, mais en fait, cette crise, vous allez voir, je vais la décrire, et elle vous concerne toutes, elle nous concerne tous, parce que le droit, c'est l'affaire de tout le monde, à partir du moment où nous vivons en société. Et donc, face à cette crise, mais vraiment existentielle du droit, je ne peux pas me résoudre à rester les bras ballants, à regarder la société s'écrouler, quoi. Nous vivons en effet un temps de grave crise du droit, et donc crise des relations sociales. Il n'y a qu'à voir la qualité du lien social, franchement, hein, pour voir les effets. Et nous pouvons toutes en faire l'expérience, hein. On ne compte plus les lois injustes qui méconnaissent des principes par ailleurs soi-disant professés. Bon, par exemple, mon association a beaucoup travaillé sur la loi de bioéthique qui a été adoptée en août 2021, et qui organise, par exemple, la procréation médicalement assistée qui efface délibérément la lignée paternelle de l'enfant. Dans le même temps, enfin, il y a quelques années, la France a ratifié un texte qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte de l'ONU, donc qui est obligatoire pour la France, qui a une valeur supérieure aux lois, et qui pose pour chaque enfant le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et être élevé par eux. Donc comment est-ce qu'on peut à la fois prétendre qu'on respecte ça, et en même temps légaliser des pratiques qui vont délibérément effacer un des parents de l'enfant? Donc on voit bien qu'il y a une incompatibilité. Alors il reste des lois justes, hein, il y en a même encore un paquet, mais malheureusement elles ne sont pas appliquées. Par exemple, je prends un autre sujet un petit peu proche, mais au moins ça c'est des choses faciles à comprendre. En matière de gestation pour autrui, la GPA, eh bien, le code pénal français sanctionne, c'est un délit, le fait ce qu'on appelle l'entremise en vue de la GPA. Donc c'est le fait pour un individu ou une société, commerciale ou même pas d'ailleurs, peu importe, de se poser en intermédiaire entre des clients potentiels et des mères porteuses. Donc ça c'est une infraction, comme les excès de vitesse au code de la route. C'est pareil, c'est une infraction, c'est un délit. Eh bien vous avez des sociétés américaines, indiennes, ukrainiennes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui viennent en France démarcher le marché français et proposer leurs services en toute impunité. Nous avons déposé de nombreuses plaintes. Pour l'instant, elles sont toutes restées sans suite. Et c'est pas la peine d'aller sur des forums sur le Darknet hein, pour trouver ça. Ça se passe Espace Champéret à Paris tous les ans au Salon Désir d'Enfants. Enfin, sauf cette année, justement, il n'y avait pas de stand GPA, tant mieux, parce que ça finit quand même par porter un petit peu des fruits. Et puis la semaine dernière, c'était carrément à l'Hôtel Dieu à Lyon. Voilà, et donc concrètement, si vous laissez votre voiture dans la rue sans mettre de l'argent dans le parc-mètre, vous allez avoir une amende, puis sans sursis en plus, hein, direct. En revanche, si vous faites l'intermédiaire d'un business de GPA, vous risquez rien. Voilà, et donc c'est ça l'état du droit. J'ai donné juste deux exemples, mais en fait on pourrait multiplier. Donc nous faisons l'expérience de cette crise profonde. Alors d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien de façon très très schématique, on pourrait résumer ça comme ça, c'est que l'homme contemporain, et parfois c'est nous, l'homme contemporain considère tout ce qu'il n'a pas choisi comme étant une atteinte à sa liberté. Donc atteinte à la liberté égale insupportable, et à juste titre d'ailleurs, parce que si c'était vraiment une atteinte à la liberté, en effet, il faudrait s'en libérer.
Donc ça veut dire que pour devenir soi-même, eh bien, notre société véhicule l'idée qu'il faudrait se libérer de tout ce que nous n'avons pas choisi. Donc évidemment, famille, histoire, corps, enfin tout. Et nous voulons bien obéir à des règles, parce que de toute façon la vie en société suppose quand même un peu des règles, sinon franchement c'est le bazar. Nous voulons bien obéir à des règles, mais uniquement les règles que nous avons choisies, que nous nous sommes données à nous-mêmes. Et ça remonte déjà à Kant. Pour lui, justement, c'est ça qui fait la dignité humaine. C'est la capacité de l'homme de se donner ses propres lois. Et sous-entendu, de ne pas obéir aux autres lois, celles qu'il ne s'est pas données à lui-même. Alors, côté droit, ça donne quoi? Eh bien, en droit, ça revient à refuser explicitement et expressément toute allégeance considérée comme insupportable à des valeurs supérieures, à une espèce d'idéal transcendant de justice. Quelle horreur, la morale, parce que la justice, c'est une vertu. Et de n'accepter que les lois, que les règles que nous nous donnons. Alors on se donne comment? Idéalement par consensus, au pire on les impose, mais ce sont les règles que nous nous donnons. Et ça s'exprime de façon vraiment symptomatique dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen produite par la Révolution française. C'est quoi la loi? La loi est l'expression de la volonté générale. C'est pas la loi est là pour chercher des relations justes entre les hommes. Non, la loi est l'expression de la volonté générale. Volonté générale parce qu'on est bien obligé de se donner des lois ensemble, encore une fois, sinon, si chacun décide de sa loi, ça ne fonctionne pas. Alors, quelques générations plus tard, un peu d'individualisme qui est le produit de tout ça, vous imaginez que, enfin, vous constatez que la volonté générale, aujourd'hui, tout le monde s'en fiche royalement, et ce qui compte, c'est ma volonté propre. Ce que je veux, je le revendique comme droit. Et le résultat, c'est que le droit est devenu une espèce de rapport de force entre volontés individuelles qui réclament chacune la satisfaction de leur intérêt, de leur désir, de leur volonté. Et ce rapport de force, justement, c'est exactement l'inverse du droit. Et dans ce rapport de force, qui est le perdant? Eh ben, c'est toujours le plus faible, parce que c'est ça, justement, le problème de la loi du plus fort. Et l'enfant est toujours et systématiquement le plus faible. Et c'est donc lui qui est toujours sacrifié au rythme des réformes législatives et des décisions de justice. Et c'est pourquoi, avec quelques juristes, eh bien, nous sommes engagés à mettre nos compétences juridiques au service de la défense de l'enfant, avec ce que nous savons faire, donc les armes que nous avons, le droit. Alors moi, je m'étais engagée à l'origine, s'il est possible de mettre un point à un instant T, c'est un peu arbitraire, mais enfin, sur un point précis, c'était la défense des embryons. C'était avec la première loi de bioéthique, et donc la loi permettait d'utiliser des embryons humains pour la recherche, avec comme condition pas mal hypocrite qu'il fallait que la recherche ne puisse pas être réalisée autrement. Et puis voilà les premières autorisations de recherche sur l'embryon données par l'Agence de la biomédecine. Et donc on constate que déjà la loi est injuste parce qu'on utilise des embryons pour faire des recherches, mais qu'en plus elle n'est même pas respectée parce que c'est des recherches qui pourraient être faites avec des embryons animaux ou des cellules souches autres que les cellules embryonnaires. Sauf que l'avantage, c'est que les embryons humains, ils sont produits par la sécurité sociale, ils coûtent 0 €, et donc ça va être beaucoup plus pratique que d'avoir des embryons animaux ou de récupérer des cellules souches totipotentes induites, si vous voulez vraiment tout savoir. Bref. Et donc je me dis, ouais, en fait, il faudrait faire un recours. C'est du boulot faire un recours, il faut trouver un requérant, tout ça, bon bref, mais enfin, on a fait le recours. Et ça, c'était déjà la première chose. Après ça, l'occasion m'a été donnée, parce qu'en fait, les occasions se sont multipliées. Il y a eu les embryons, puis ensuite il y a eu le mariage, alors ça, la filiation, l'adoption, maintenant c'est la transidentité. Et en fait, dans tous ces domaines-là, eh bien, j'ai été sollicitée pour donner mon avis, enfin donner mon expertise plutôt, et donc me retrouver, m'exposer. L'actualité a élargi le champ, et il a fallu prendre la parole en public, à la télévision, dans les commissions parlementaires. Et là, très franchement, c'est quand même une autre affaire. Parce que faire un recours pour une fondation requérante, c'est quelques nuits blanches, je ne vous le cache pas, mais enfin, voilà, c'est du boulot, c'est tout. En revanche, aller prendre la parole, il ne faut pas être naïf, c'est un combat. Et ça demande vraiment un engagement et de s'y tenir, parce que nous sommes systématiquement, quand on essaie de défendre la réalité et la vérité, nous sommes systématiquement présentés comme ceux qui veulent
empêcher les autres d'être heureux. Toutes ces réformes sont présentées comme des progrès pour plus d'égalité, plus de liberté, plus de bonheur. Et si on apporte la nuance, si on apporte la contradiction, si on montre en réalité ce qui est derrière les slogans et les slogans politiques, eh bien voilà, on passe pour être ceux qui veulent empêcher les autres d'être heureux. Et donc il s'agit, dire la vérité, dire juste la simple réalité, c'est un combat, parce que nous sommes a priori, montrés du doigt, obligés de nous justifier, alors que les promoteurs de ces utopies, eh bien, ils ont a priori raison. Bon, le temps finit en général par donner raison à ceux qui défendent la vérité, hein, mais en attendant, c'est très dur. D'ailleurs, il y a des choses qui progressent. Regardez dans la société, la pédophilie, par exemple. Bah, franchement, il y a 50 ans, il y avait de quoi déprimer. Hein. Eh bien, aujourd'hui, voilà, l'année dernière, on a eu une loi qui a mis dans le code pénal l'impossible consentement des mineurs de 15 ans à un acte sexuel avec un adulte. Alors que 6 mois avant, on avait encore des décisions de justice qui osaient dire que la gamine de 11 ans, ah bah elle ne s'est pas débattue, donc on peut considérer qu'elle est consentante. Voilà, donc il y a quand même des choses qui progressent. Il y a quand même des choses qui progressent. Regardez aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience sur la pornographie. Alors on attend les actes, hein, mais enfin, quand on alerte sur les méfaits de la pornographie, au moins c'est les enfants, on n'est plus à contre-courant. Voilà, donc il y a des choses qui vont mieux, mais il y en a tellement d'autres entre-temps qui se sont dans d'autres domaines dans lesquels l'erreur se répand, que parfois, eh bien, on a quand même l'impression d'être submergé. Et on fatigue, ça c'est vrai. Avant, je disais en blaguant, on se reposera à la retraite. Bon, en fait, je pense que pour la retraite, c'est mort de se reposer. En fait, on se reposera au paradis. Mais en attendant, je crains que ce ne soit pas pour nous. Mais alors, après ça, pourquoi s'engager? Parce qu'après tout, on peut se dire, bon, bah, le monde s'écroule autour de moi, moi j'y peux rien, j'ai pas les moyens de changer tout ça. Après tout, qu'ils se débrouillent, hein. Ils ont voulu leur loi, ils ont voulu leur folie, et bah maintenant qu'ils se débrouillent. Mais pour moi, cet engagement, malgré, souvent on me dit, ouais, en fait, t'attaques la montagne à la petite cuillère. Et bah, c'est exactement ça. Ou alors, c'est David contre Goliath, on en parlait au déjeuner ou je sais plus quand. Et oui, c'est exactement ça, mais rappelez-vous qu'il gagne à la fin quand même. Hein. Et en tout cas, le fait de s'engager, malgré la disproportion, malgré la fatigue, malgré quand même, il faut dire, le combat quoi, que cela signifie, c'était vraiment pour moi une évidence. Et franchement, ce n'était pas un choix fondé sur un goût ou une appétence pour le combat politique, alors vraiment pas du tout, pas du tout. Mais franchement, lorsque la première occasion s'est présentée, moi je me suis dit que en fait, j'avais pas le choix. Et pour plagier Saint Paul, si je puis me permettre, je crois qu'il y a un moment, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Moi, clairement, je me suis dit « Malheur à moi si je ne fais pas ce recours ». C'est-à-dire que je ne pourrais même pas me regarder dans une glace après. Donc, voilà. Donc, il y a eu ces premiers recours, et puis ensuite, d'aller plus loin, de prendre la parole. J'y suis toujours allée à reculons, hein, je ne vous le cache pas. Il y a Béatrice Bourges qui aurait pu être là, hein, voilà. Et ben moi, les premières fois que je suis allée avec elle parler à des commissions parlementaires, mais franchement, on était liquéfiés dans la rue, on était comme ça. Et franchement, après ça, une fois qu'on commençait à prendre la parole, il faut reconnaître ce qui est, ça allait mieux. Mais franchement, dans le train pour y aller, on dit mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas possible, on s'est trompé d'endroit. Et finalement, et puis c'est toujours comme ça. Hein. En fait, c'est toujours comme ça. Mais bon, et ben, on y va quand même. Parce que je pense que nous avons une mission, et franchement, il n'est pas possible de se dégonfler. Alors, j'ai quand même eu un moment pas de doute, parce que j'étais convaincue que ce que je faisais, c'était bien, mais je me disais, mais en fait, c'est quoi la priorité? Parce que est-ce qu'il vaut mieux carrément évangéliser, annoncer Jésus-Christ, ou alors est-ce qu'il faut aller parler aux commissions parlementaires? Parce que les deux sont bien, mais quelle est la priorité? Et puis un jour, j'ai eu une illumination, parce qu'il y a un colloque de juristes catholiques, il y a quelqu'un qui a posé la question au prélat de service qui était là, je ne sais plus qui c'était, et qui lui demande, mais comment font les juristes, ou même les citoyens lambda, hein, dans la société laïque, en fait athée, parce que en fait, notre société est athée, la religion est évacuée de l'espace public, ça s'appelle de l'athéisme pratique. Donc, c'est même pas une société neutre qu'on a, c'est une société qui professe l'athéisme pratique. Comment est-ce qu'on fait dans cette société pour promouvoir la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est-à-dire que le fait que le Christ règne sur la société, avec la séparation des pouvoirs temporels et spirituels et tout ça, mais enfin quand même que le Christ soit honoré en tant que roi de l'univers, roi de la société. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, j'ai dit mais en fait, mission impossible.
Eh bien, il a dit « Ah, mais pas de problème. En fait, je voulais vérifier la source, mais il n'y a pas de réseau ici, donc je me souviens plus de la source. » Enfin, de mémoire, il a dit « Le Concile Vatican II a répondu à cette question, donc je ne sais pas quelle constitution. C'est que dans une société laïque, la façon dont les chrétiens vont travailler à instaurer la royauté sociale du Christ, c'est de travailler dans la mesure de leurs moyens à rapprocher les structures sociales de la loi naturelle. » Et voilà, donc là, l'avantage, c'est que en fait, les deux sont vraiment complètement liés. Et tout ce que nous faisons pour rapprocher les structures sociales de la loi naturelle, eh bien, c'est une forme d'évangélisation indirecte. Voilà, donc c'est ça que nous essayons de faire, contribuer modestement, mais contribuer à rapprocher les structures sociales, donc la loi, pour commencer par elle, de la loi naturelle. Et ce n'est pas toujours facile, parce que la loi naturelle, certes, elle est inscrite dans la conscience de tout être humain, catholique ou pas, mais enfin, elle ne fournit pas de solution toute faite. Même si on cherche à rechercher en nous, dans notre conscience, la solution juste, ça demandera toujours du boulot. Ça demandera toujours un effort de discernement donc de chercher quelle est la bonne solution, ensuite avoir le courage de la proposer à contre-courant, de la défendre, de la promouvoir, de l'expliquer, de déjouer les mauvaises foi qui la caricaturent, de passer outre les attaques personnelles qui sont parfois très violentes. Voilà, mais encore une fois, impossible de rester les bras ballants à regarder la société s'écrouler. Alors notre mission, moi je suis sur le terrain juridique, mais je pense que concrètement on a une mission qui est commune, quelles que soient nos compétences professionnelles, personnelles par ailleurs, c'est que nous faisons toute la même expérience, que cette crise sociale que j'ai décrite, elle se traduit par une dépression généralisée. La société est complètement dépressive, est complètement déprimée. Et vous savez, moi je fais très souvent des conférences, et savez-vous ce que me disent les gens à la fin? Alors, ceux qui ont trouvé ça nul, ils sont polis, ils ne me disent rien. Mais voilà. Il y a quelques personnes, toujours, qui viennent me dire « Ah, merci pour vos arguments, ça m'a permis d'aller plus loin dans ma propre réflexion et d'avoir des arguments quand je vais discuter avec un tel ou un tel, quand je vais aller voir mon député, génial. » Mais l'immense majorité des troupes, qu'est-ce qu'ils me disent? « Merci parce que vous nous avez redonné le moral. » Merci parce que vous m'avez redonné l'espérance. Je pensais que on avait perdu. Et en fait, je me dis non, ça vaut peut-être le coup qu'on se batte. Voilà, donc moi, mon boulot, en fait, il est très clair. Certes, je suis là pour apporter un éclairage juridique, mais en fait, je suis là pour ma mission, je la vois vraiment comme ça, de redonner le moral, de redonner l'espérance aux gens. Et ça, c'est vraiment notre mission à toutes, quelles que soient, encore une fois, nos compétences professionnelles et personnelles qu'on peut avoir par ailleurs. Et c'est pas que nous soyons nous-mêmes la source de la joie ou de l'espérance, évidemment non, mais nous sommes les canaux par lesquels elle va parvenir aux autres. Et ça, c'est vraiment une responsabilité. Et justement, pour mettre un petit peu en pratique ce projet, je voudrais pour finir juste dissiper avec vous parfois quelques faux semblants, qui sont des obstacles en fait à cette mission de rendre l'espérance au monde. Et parfois nous confondons l'engagement avec le fait de faire la liste des problèmes, de se lamenter sur notre époque, les difficultés, les temps. C'est-à-dire faire la liste des problèmes de notre temps n'a d'intérêt que si l'objectif, c'est de trouver des solutions et de s'engager pour les mettre en pratique. Parce que si c'est pour se lamenter sur l'époque qui est la nôtre, alors franchement, quel mal nous faisons avec ça? C'est-à-dire que là, justement, ça coupe l'espérance et ça va couper les ailes, on ne s'en rend pas compte, mais on coupe les ailes de ceux qui pourraient s'engager, puis en fait, ça ne sert à rien. Moi, le nombre de fois où j'entends ça, ouais, mais en fait, tout ce que vous faites, c'est vous ralentissez le rouleau compresseur, mais un jour ou l'autre, le rouleau compresseur, de toute façon, c'est lui qui décide, et à la fin, toutes ces lois, elles vont finir. De toute façon, l'Europe va nous les imposer. Mais au secours, enfin, dire, si c'est pour dire ça, franchement, taisez-vous. Je veux dire, non, mais vraiment, ça ne nous rend pas plus intelligents d'être lucides. Oui, on peut être lucide pour ensuite en tirer des conséquences en termes d'action efficace. Mais les problèmes existent, il ne faut pas se voiler la face. Moi, j'en fais l'expérience 24 heures sur 24, mais ça ne sert à rien de leur donner encore plus de poids qu'ils n'ont déjà en les rendant omniprésents dans nos conversations. Imaginez nos pauvres gosses qui entendent toute la journée leurs parents qui se lamentent sur... Et comment voulez-vous qu'ils aient envie de changer quoi que ce soit, de s'investir dans quoi que ce soit? Tu vois, j'avais lu un article dans Elle ou je ne sais pas quoi, donc c'est pour vous dire les références, et qui disait, ça n'avait rien à voir, c'était un truc sur... Si vos enfants râlent tout le temps, demandez-vous s'ils ne sont pas en train de vous imiter. Mais
Ah, les jeunes aujourd'hui ne s'engagent pas. Mais pourquoi voudriez-vous qu'ils s'engagent si on est tout le temps en train de se lamenter, de se plaindre et de pester y compris contre les gens de notre propre camp et de l'Église? Hein, voilà, donc ça c'est pour... D'ailleurs, j'en viens à un deuxième anti-engagement, c'est le fait de critiquer ceux qui s'engagent. Et ça, c'est tellement facile et c'est tellement tentant parce qu'à partir du moment où quelqu'un s'engage, il se retrouve sous les feux de la rampe et alors il est systématiquement au bout de 10 secondes, il est trop ceci pour les uns et pas assez cela pour les autres. Mais c'est évident. Hein, et en plus de ça, les gens qui sont engagés, comme tout le monde, peuvent dire des bêtises et commettre des erreurs. Donc alors avec ça, et comme ça fait de la peine, hein, franchement, vous mettez trois catholiques hein, autour d'une table, à votre avis, il faut combien de secondes avant que l'évêque du coin, ou le pape, ou le responsable de la pastorale, ou je sais pas qui... Non mais franchement, ça fait tellement de peine, et je ne suis pas en train de critiquer les autres, hein, je me mets dans le sac, franchement, c'est évident. Mais ça, dire que si c'est notre rôle de corriger, eh ben faisons-le, ça s'appelle la correction fraternelle, et ça c'est la vraie charité. D'ailleurs c'est dans l'Évangile. Hein. Si ce n'est pas notre rôle, mais alors fermons-la, fermons-la. Je me souviens d'un conseil de Saint José Maria dans un petit bouquin qui s'appelle Chemin, vraiment je l'ai retenu ça, la fois où je l'ai lu il y a au moins 20 ou 30 ans. Si tu ne peux louer, tais-toi. Parce que c'est vrai que parfois, objectivement, on ne peut pas louer. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on ne peut pas dire que c'est bien. Mais dans ce cas-là, on n'a qu'à se taire. Voilà. Alors si nous prenons déjà toutes ici l'engagement, comme premier engagement, si nous prenons l'engagement d'essayer de ne rien dire de négatif, que ce soit pour commenter notre époque ou parler des autres, bah franchement, je peux vous dire qu'on n'aura pas perdu notre temps. Voilà. Dernière aussi, enfin voilà, on pourrait allonger la liste, hein, mais un obstacle que je vois à l'engagement des uns et des autres, c'est le fait de comparer. L'énergie qu'on peut déployer à argumenter pour savoir s'il vaut mieux faire ceci ou il vaut mieux faire cela. C'est bien de faire le caté, mais enfin franchement, il ferait mieux de donner des sandwichs aux sans-abri. Ou alors, c'est bien de donner des sandwichs aux sans-abri, mais enfin franchement, l'urgence, c'est quand même d'évangéliser la jeunesse. Non mais franchement. Et on pourrait multiplier les exemples et le nombre de fois où en fait on passe je sais pas, des soirées entières à dire qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire et à la fin on fait quoi? Bah, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Et alors, non, attendez, non, arrêtez. J'ai pas, juste, pour finir, j'ai 10 secondes, pour finir, on fuit la discussion stérile et on se dit, ok, moi qu'est-ce que je fais? Tout est complémentaire et tout est utile. Et je voudrais terminer avec juste une question qu'un jour un journaliste m'a posée. Il m'a demandé, est-ce que vos enfants souffrent de vos engagements? Et franchement, j'étais prise de court. Ça m'arrive très rarement d'expérimenter, vous savez, la promesse de l'Évangile. Ne vous souciez pas de ce que vous direz, ça vous sera donné. Bon, très franchement, moi en général, je bosse parce que si on ne bosse pas, ça ne tombe pas du ciel. Bon, mais là, franchement, je ne sais pas d'où je lui ai répondu quelque chose qui, avec le recul, en fait, c'est hyper vrai. Il m'a dit, est-ce que vos enfants souffrent de vos engagements? Parce que c'est quand même un risque. Et je lui ai répondu, oui, bien sûr qu'ils souffrent de mes engagements, mais ils souffriront bien plus de mes manques d'engagement. Voilà.